Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN, véritable partage d'expérience en direct de l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Pour cette édition, nous accueillons l'un des visages les plus emblématiques du concours de beauté Miss Cameroun. Elle a porté la couronne en 2013. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie dans le business. Elle est web influenceuse, mais également beaucoup de choses à partager en ce qui concerne son parcours, qui peut être considéré comme un parcours inspirant. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Valérie Ayena, qu'on va recevoir par des applaudissements, s'il vous plaît. Valérie qui nous rejoint. Valérie qui nous rejoint. Bienvenue Valérie. Hey. Bienvenue. Très heureuse, merci. Installe-toi. Merci à vous Valérie d'avoir accepté l'invitation de Face à ECN. Comment allez-vous? Toujours avec ce sourire qui ne vous quitte presque jamais. Je vais merveilleusement bien. Je suis très heureuse d'être là. Merci Eric Christian. Alors on va revisiter votre parcours. Je le disais à l'entame de cette émission, vous restez la Miss Cameroun la plus emblématique. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que depuis 2013, on continue de parler de vous comme la Miss qui a le plus brillé, la Miss qui s'est le plus démarquée? Pourtant après vous, il y a eu des Miss. Avant vous, il y a eu des Miss. Je pense que le public qui me suit depuis le Day One a compris que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'explorer de nouveaux chemins. Et c'est intéressant d'être en face d'une personne qui nous ressemble et qui, voilà, se prête au jeu. J'explore de nouveau. Voilà, every day there is a new path. Donc, on me connaît en tant qu'entrepreneur, dorénavant, actrice, très bientôt maintenant. Et je pense que c'est simplement la capacité d'avoir toujours été apte à tenter de nouvelles expériences. Alors, vous avez vu le jour un 7 mai à Douala, oui. Dans la région du littoral. Vous avez grandi aussi à Douala avec vos parents. Exactement. C'était une belle ambiance à la famille. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la force la plus précieuse que j'ai reçue dans ma vie. Une cellule familiale vraiment soudée et remplie d'amour. C'est vraiment à l'intérieur de la famille que j'ai pu déjà développer mes skills, mes différents talents. Je dessinais. C'est vrai que ma maman me tapait parce que je gaspillais les boîtes de craie et la craie coûtait cher. Et elle me disait, mais tu finis la craie, c'est pour la répétition. Mais bon, déjà j'aimais dessiner, j'aimais la mode depuis toute jeune. Et définitivement, oui, c'était une belle enfance, oui. Et une grande complicité aussi avec votre papa, hein. Vous assumez totalement, vous n'hésitez pas à poster des vidéos de vous avec votre papa. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Valérie? Simplement, l'homme qui m'a fait réaliser la valeur que je peux avoir en tant que femme. Il a toujours été mon protecteur. Très tôt, lorsqu'il y avait des petits problèmes, parfois à l'école, des camarades qui me menaçaient parce qu'il m'est arrivé d'être chef de classe. Et donc, quand je mettais leur nom sur la liste des bavards et qu'on les fouettait, bon, il me disait, Ayena, je te tape à la sortie. Donc, quand j'informais mon papa, mais il était là, il disait, qui a menacé Ayena ici? Donc, en fait, il a toujours été le protecteur et tout le monde a toujours su que si tu tentes Ayena, son père sera là. Donc. Et qu'en est-il de vos frères et sœurs? Parce que vous parlez tellement bien de vos parents, on a l'impression que vous étiez vraiment l'enfant chouchouté. Est-ce que cela n'a pas créé aussi au sein de la famille une sorte de, pas rivalité, mais enfin, vos frères et sœurs, oui, c'est vrai. l'enfant chouchou des parents. Non, c'est arrivé que nous ayons des tensions. Nous sommes 6 au total. 6. Donc, c'est arrivé que nous ayons des tensions où pendant le conseil familial, on disait que non, c'est clairement que Valérie est la préférée. Non, mais moi, je leur disais que arrêtez. Si on dit lave les assiettes, je lave toujours les assiettes. Ne sortez pas, je ne sors pas. Enfin, je suis obéissante et donc forcément, vous n'avez qu'à travailler vous aussi à gagner l'amour des parents. Bref, aujourd'hui, bon, on a tous grandi et chacun a définitivement sa place chez les Ayena. Est-ce que les membres de votre famille sont fiers de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Vos frères et sœurs, vos parents? Enfin, j'ai l'impression. Un peu quand même, parce qu'ils sont toujours près de moi. Mon grand frère, André Bell, que je salue d'ailleurs. Il va détester ça parce qu'il n'aime pas quand ses collègues, voilà, quand je le ramène dans mes affaires, etc. Il a toujours été, il me dit tout le temps, petite sœur, je suis fière de toi. Ma petite sœur aussi, Claudia, grande sœur, je suis fière de toi. Donc, et puis bon, je leur ai toujours montré que j'ai mes faiblesses et c'est eux ma force. Peut-être que le public a toujours eu l'impression que tout est rose pour moi, mais eux savent que ça n'a pas toujours été rose. Et lorsque je pleure, mais ça a toujours été eux à mes côtés.
Alors, vous avez atteint le cap de la trentaine qui parfois Oui. est très redouté par beaucoup de jeunes filles parce C'est que vrai. bon, on sort de l'adolescence. Surtout avec le métier de mannequin. et Voilà. tout. Alors, comment vous avez vécu l'arrivée dans le cercle des trentenaires? J'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi. Et puis, je pense que le fait d'avoir justement travaillé à l'étranger longtemps m'a permis d'avoir une sorte d'ouverture d'esprit sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais en panique à l'idée de me dire que je vais avoir 30 ans, je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas mariée, etc. Et puis, d'avoir travaillé justement dans la mode et dans cet univers, j'ai réalisé que j'ai le droit de vivre ma vie telle que je l'entends et je ne suis pas obligée de me sentir oppressée par les dogmes de la société. Donc, du coup, franchement, là, c'est en mode peace and love. J'avoue qu'on fait attention un peu au rythme, donc je ne souris plus trop. On ne veut pas froisser le visage. Mais bon, ça va. Côté études aussi, vous êtes une tête bien faite. BTS en communication au Cameroun, c'était en 2011. Oui. Et puis après, vous êtes allé en Afrique du Sud, Exactement. dans une école à Cape Town. Exactement, Vous avez étudié, au City Varsity College, où j'ai entamé des études en journalisme parce que je rêvais d'être comme vous, Eric Christian. Voilà, journalisme, communication, c'était toujours votre rêve de petite fille? Oui, c'est vrai. Je me disais soit je serais maîtresse parce que je voulais taper les gens quand on m'a tapé à l'école, ou alors je serais journaliste, mais vraiment avec une préférence pour l'événementiel. Je me suis toujours dit je serais red carpet host et je disais welcome everyone, on est ici à la Fashion Week. Et voilà, donc j'arrêtais pas de faire ça et ma mère disait Valérie, tu cries trop, on en a marre. Mais bon, par la Vous grâce avez de Dieu. des souvenirs de votre passage à la City University College de Cape Town, Oui, de oui. belles années aussi? Oui, avec vos c'était vraiment camarades? intéressant parce que, en fait, le cycle, la règle était, ayant été francophone et ayant suivi des études en français toute ma vie, il a fallu que je fasse d'abord une année préparatoire pour pouvoir être admise en classe, en cours de journalisme. Donc, du coup, je valide cette année-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je reviens au Cameroun pour renouveler mon visa. Et PAP, c'est 2013, c'est Miss Cameroun. On je en parlera tente plus en détail tout à l'aventure l'heure. et- Mais alors, on s'est rapproché de certains de vos camarades du collège à Douala. Oui. Et il se dit que vraiment, Valérie, c'était la fille qui, entre guillemets, complexait beaucoup d'autres camarades parce que c'était la plus belle. C'est pas C'était vrai. vraiment la fille qui se Non, ils distinguait, sont qui se trop démarquait et gentils. tout ça. C'est ce que vos camarades... quelles sont les relations que vous avez gardées justement avec vos camarades du collège et vos camarades d'université? Alors, j'avoue que ce n'est pas toujours évident de se voir, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'en ai retrouvé quelques-uns. Donc, j'embrasse Olivia, par exemple, Toani, je salue aussi Péchangou, que j'ai rencontré la dernière fois à Bonapriso. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir de... Mais on a grandi et c'est impressionnant parce que on était là, on se disputait les goyaves au collège et là, on est tous grands. Moi, je suis tout le temps à la télé, dans les réseaux sociaux. Eux aussi, ils ont des carrières intéressantes et oui, c'est particulier. Ces moments-là où quand on se retrouve et on se dit mais on est grand, mais en fait les uns envers des autres, non, on est toujours les petits camarades de collège en fait. Relation de respect. Alors, le mannequinat arrive à quel moment dans votre vie, Valérie Ayena? Définitivement quand j'ai déjà, on va dire 19 ans et je me dis, je ressemble un peu à ces filles qu'on voit dans les magazines. Et puis, à chaque fois que je sors de l'école, lorsque je m'en vais pour prendre ma moto, pour rentrer... Ah, vous prenez la moto aussi? Oui, j'ai même Le la Ben cicatrice, Sikin. ouais. Ah ouais? Ça m'a mangé. Oui, bon, enfin, on le peut taux pas vivre à d'échappement Douala m'a sans rencontrer mangé. le Ben Sikin, hein? Non, tu es obligé. Donc, du coup, il y avait les Ben Sikineurs qui disaient, oh, mannequin, mannequin, oh, miss, prends ma moto. Donc, je pense que dans notre univers où on n'encourage pas forcément le développement de talents artistiques, il faut prêter attention à ce que les gens nous disent. Donc, si de temps en temps, lorsque tu passes dans la rue, on dit « Oh, l'intello, en fait, peut-être qu'au fond, tu es réellement un intellectuel et voilà, fonce dedans, tu vois. Et moi, il m'appelait tout le temps Miss, mannequin. Et finalement, ouais, je me suis retrouvée mannequin. Voilà, des premiers défilés au Cameroun. Alors là, des petites c'est scènes quand le même, Lambola Tiki, définitivement, avec Rodrigue Tchacho. ouais, qu'on salue d'ailleurs, il est en Côte d'Ivoire. Exactement, exactement. Un gros bisou. Et mais il fait le kaba et au cours du festival Lambola Tiki,
il me propose de porter la robe de mariée et là, pour moi, c'est un moment juste impressionnant et je n'oublierai jamais parce que c'est vraiment mon premier défilé professionnel et à la fin, je marche, je ne tombe pas, je redescends et le styliste, il applaudit, il me dit bravo, etc. Et je vais derrière, on me donne mon cachet, 15 000 à l'époque et j'étais aux anges littéralement, donc oui, c'est ça. Et puis en 2011, on a de K-Walk avec la styliste créole Alain Gagnon. Yes. C'est aussi un autre moment fort dans votre carrière. Un moment extrêmement précieux de ma vie d'ailleurs parce que c'est en préparant cet événement-là lors du grand casting pour le K-Walk que je suis repérée par Yann Malan qui est un modèle scout et c'est de là en fait que tout part. Donc après c'est l'Afrique du Sud qui s'offre à vous. Exact. C'est Yann Malan qui est producteur, grand producteur de défilés de mode, vous amène en Afrique du Sud. Exactement. Alors, pour moi, c'est d'abord C'était un rêve qui se réalisait. En fait, même pas. C'est que je ne m'y attendais tellement pas que lorsque, à ce moment-là, je ne parle pas vraiment anglais, mais lors du casting, il me demande If I got you a contract in South Africa, will you come? Et moi, je suis en mode, j'ai entendu South Africa, j'ai seulement dit que yes. Donc, je ne savais pas trop quoi. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Et plus tard, lorsque Madame Anangan m'appelle justement et elle me dit, écoute Valérie, voilà, Monsieur Malan propose un contrat pour toi de mannequin à l'international. J'étais genre, elle me dit, mais est-ce que tu peux y aller? J'ai dit, qui est? Mais je m'en vais. Mais ça, c'était sans penser que bon, il fallait en parler à la famille, convaincre, etc. Et mais voilà, j'ai réussi à y aller. C'était aussi je veux dire, un départ pour l'inconnu parce que même si vous avez été mannequin au Cameroun, l'Afrique du Sud, c'est d'autres réalités complètement, non? Absolument rien à voir. Et puis, c'était un endroit où on parlait exclusivement anglais. Donc, en fait, c'est juste que j'ai toujours été quelqu'un qui... Je n'ai pas peur. Donc, je me lance, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Autant tenter, si j'échoue, ben, au moins, ce sera un souvenir, tu vois. Mais... j'ai juste tenté. Et vous n'avez pas échoué du tout parce que vous avez passé de très très belles années en Afrique du Sud. Au fait, c'est qui un mannequin? Alors, le mannequin, c'est la personne dont le métier est de représenter de manière la plus magnifique les œuvres de créateurs de mode. Aujourd'hui, j'avoue que c'est un métier qui tend à être un peu plus démocratisé parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a les modèles Instagram, par exemple. Mais le mannequin haute couture est définitivement celui qui va faire les défilés, présenter les collections, faire les couvertures de magazines, décrocher les campagnes publicitaires les plus énormes. Voilà quoi. Ça fait des journées plutôt bien remplies, bien chargées. Extrêmement parce qu'on a toujours le côté strass et paillettes, fêtes, etc. Mais beaucoup se disent ah non, enfin, si elle gagne autant d'argent juste pour faire porter des photos comme ça, porter l'habit, c'est pas extraordinaire. Mais on ne réalise pas que c'est un métier qui impacte complètement votre vie. Vous devez penser mannequinat, vous vous réveillez mannequinat, vous dormez mannequinat. Il y a beaucoup de contraintes liées à l'exercice de ce métier. Oui, parce que vous devez faire attention d'abord à votre ligne. Ce qu'il faut savoir, je le dis tout le temps, c'est qu'on ne décide pas de devenir mannequin. C'est le métier de mannequin qui vous choisit. Parce qu'on est mannequin avec les mensurations adéquates. Donc, il faut avoir déjà les bonnes mensurations, c'est-à-dire que le tour de poitrine, le tour de hanche, le fessier, la longueur des jambes, etc. On mesure tout jusqu'à la taille de vos doigts. Par exemple, pour la campagne Cartier, c'est grâce à mes petits doigts que j'ai pu décrocher le job, en fait. Parce qu'il s'agissait à ce moment-là, et même les poignets, il s'agissait de porter la nouvelle collection, la collection Cactus. Et c'est assez impressionnant parce qu'il faut faire du sport. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qu'on aime bien, il faut aimer le vêtement, être en contact avec les gens, aimer la découverte, aimer voyager parce que ça vous fait... Vous êtes tout le temps, vous vivez dans la valise, dans votre valise. Mais après, c'est des expériences humaines incroyables. Est-ce que pendant que vous êtes mannequin, vous avez le droit de tomber amoureuse? Alors, vous pouvez, mais c'est toujours compliqué. Honnêtement, ça a été compliqué d'être dans des relations vraiment longue durée ou du moins des relations où on construit vraiment la famille. Parce que ça bouge tout le temps. Parce qu'effectivement, ça bouge tout le temps et que parfois tu n'as pas le temps et que parfois quand tu rentres à 3 h du matin et que ton prochain call time c'est 7 h, mais tu es exténué, tu n'as pas le temps de prendre soin d'un autre être humain à part toi-même.
Mais bon, il y a des collègues qui étaient mariés, hein, qui étaient même mamans d'enfants. Chacune, je pense, chacun pour les garçons aussi, quand on choisit ce métier-là, on sait où placer ses priorités. Et en général, c'est en fonction de la décision intérieure que tu as prise que tu vas aller à tel ou tel niveau dans la carrière. Parce que plus tu vas loin, plus de sacrifices il faut faire. Valérie Ayena avec nous sur le plateau de Face à ECN en direct de l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. On a une belle surprise pour vous, on sait que vous adorez la musique. Oui. On a réuni 3 musiciens de talent et d'exception. Hein. Donc on a Herman Tétu qui est à la flûte, on a Dominique Achama à la guitare et aux percussions, Stéphane Dié qui nous propose leur première prestation. On peut les applaudir. Bravo Herman, Dominique et Stéphane. C'est une reprise de Manu Dibango et vous avez beaucoup aimé Valérie. Oui, beaucoup. Ça me rappelle le matin quand on écoutait la radio à 7 h quand il fallait aller à l'école. Et puis c'est extraordinaire de voir aussi des jeunes qui continuent à perpétuer la mémoire de Manu. Vous êtes plutôt old school ou Honnêtement, je suis tous les genres. J'aime toujours découvrir et je ne suis littéralement pas perdue lorsqu'il s'agit de old school parce que vous êtes plutôt éclectique en matière de maman, papa, on écoutait ça. J'étais la personne qui avait le droit de manipuler la platine, l'enfant de mettre chouchou de la les famille disques. Ayena. Ah ouais, l'enfant chouchou de la famille Ayena. Bon, disons ça comme ça. Revenons au métier de mannequin, il y a tellement de choses qui sont dites autour de ce métier-là. La perception même que le public jusqu'aujourd'hui a de ce métier-là. Oui. Beaucoup disent que ouais, c'est un métier, voilà. Pour les femmes aux mœurs légères. Légères, etc. Est-ce que vous avez souffert de tous ces préjugés-là, Valérie? Énormément. Quelquefois aussi au sein de la famille. Il y a des personnes qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'était le métier de mannequin. qui n'étaient pas heureux, mais pourquoi tu laisses ta fille faire ça, etc. Ça se pose beaucoup.
Oui, mais ça, en fait, c'est simplement dû au fait que lorsque les personnes sont ignorantes au sujet de quelque chose, ben forcément, cela va nous emmener face à ce genre de situation. Les parents, au départ, n'appréciaient pas du tout que leur fils joue au football. Lorsqu'ils ont réalisé que tu peux être milliardaire avec le foot, aujourd'hui, tous les parents rêvent d'avoir un fils footballeur. Footballeur, pas footeux. Donc, c'est pareil, j'ai toujours dit, ce sera pareil pour le mannequinat au Cameroun. Lorsque les parents vont réaliser que en une seule campagne, ta fille te ramène 40 000 € à la maison. Mais là, je pense qu'ils vont regard commencer... change considérablement. Alors, il se dit que dans le monde du mannequinat, beaucoup d'argent circule. Hein. On parlait tout à l'heure de 40 000 €, ça c'est rien. Il y a des cachets parfois plus élevés que cela. Absolument. Voilà, donc vous êtes toute jeune, vous partez du Cameroun à l'âge de 19 ans, 20 ans. Vous avez la chance d'intégrer une agence, vous commencez à gagner 50 000 €, 60 000 €. C'est énorme. Oui, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on arrive à garder choc. la tête froide avec des montants aussi astronomiques? Honnêtement, je pense que pour moi, ça a été la base, c'est-à-dire la cellule familiale. Définitivement. Ça veut dire quoi? Dès que vous signez le contrat, vous venez voir papa, maman, j'ai signé un contrat de 50 000 €, oui, comment ça se gère? C'est eux qui géraient vos Oui, et ils ont fait quelques erreurs justement de placement parce qu'aujourd'hui, j'ai terriblement le macabre de me dire que, écoute, on aurait dû construire une cité pour étudiants, par exemple, au lieu de construire une villa dans laquelle tout le monde vit, etc. Mais je dirais que c'est la cellule familiale. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez été éduqué de manière à ce que vous ne soyez pas impressionnable, peu importe la qualité de choses extraordinaires face auxquelles vous pourriez vous retrouver, au fond de vous-même, vous n'allez pas vous perdre en fait. Donc moi, je pense que ça a été ça ma force, de me retrouver face à tout cela. Oui, il y a bien sûr un moment où tu pètes un peu les plombs et tu achètes des choses, tu es hyper... Hôtel de luxe. Voilà, tu vis ça. Voiture de rêve. C'est obligé, mais tu redescends sur terre. Et moi, j'ai eu la chance que, ok, mes phases où je vais peut-être vivre la vie de Louga, c'était jamais trop longtemps, quoi. Mais je ne peux pas faire la sainte nitouche et dire que non, je n'ai pas vécu la vie, quoi. Alors, on parlait de ces cachets-là qui sont très élevés, mais aussi beaucoup de sexe, beaucoup de drogue aussi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le monde de la mode, c'est un monde de liberté extrême. On est des artistes, on a le droit de faire ce qu'on veut. On réclame cette liberté. Et oui, c'est vrai que cela peut être compliqué, mais aussi... aujourd'hui, il y a la possibilité, lorsque par exemple votre enfant commence très jeune, de suivre l'enfant. Donc, si vous avez en face de vous un agent de mannequin qui refuse par exemple que vous veniez aux répétitions alors que votre fille en bas âge, qui est encore mineure, est là, ça par exemple, c'est pas normal. Donc, vous avez le droit de suivre, en tant que tuteur légal ou parent, de suivre votre enfant, l'évolution de sa carrière, etc. Donc, du coup, ça ne sert à rien de réprimer le talent de votre fille qui a 15 ans sous prétexte que non, là-bas, il y a trop de sexe ou ceci ou cela. Vous pouvez permettre à votre enfant de vivre son rêve tout en protégeant l'enfant. Moi, j'ai été très protégée. Il y a eu des fois où il y a eu vraiment des situations, mais c'est vraiment grâce à mes parents qui, encore une fois, ils servaient de garde-fou, en fait. Donc, en fait, l'éducation, l'environnement familial aussi, c'est très important, ça compte énormément. Pour les mannequins qui n'ont pas cette chance, il y a l'agent qui devient en fait le parent de substitution. Et à ce moment-là, quand tu tombes sur un bon agent, c'est vraiment une bénédiction. Alors, vous avez eu beaucoup de chance, Valérie Aïna. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres mannequins au Cameroun qui connaissent des fortunes diverses. Moi, j'ai discuté des fois avec des jeunes mannequins. Le quotidien n'est pas du tout facile. Alors, quelle est la réalité de ce métier chez nous au Cameroun, Valérie? Alors, chez nous, on ne peut pas encore réellement vivre de ce métier. Tu ne peux pas dire que tu es mannequin à plein temps et tu payes ton loyer, tu nourris ta famille ou tu prends soin de toi-même, malheureusement. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être multitâche. Par exemple, lorsque j'étais mannequin au Cameroun, je poursuivais mes études et j'étais partie faire des stages d'entreprise dans des compagnies de télécommunications de la place. Mais c'est quelque chose qui pourra changer à partir du moment où le cercle de ceux qui se disent de l'industrie de la mode auront en fait compris, parce que c'est une chaîne,
Il faut qu'on ait plus de designers qui font des collections. Il faut qu'on ait plus de sponsors qui comprennent qu'ils doivent sponsoriser les collections, les défilés. Et donc, forcément, à ce moment-là, les mannequins seront mieux payés. Et aussi, surtout, il faut que les mannequins apprennent à dire non. J'avais été blacklistée à l'époque parce que je faisais partie de celles qui refusaient... Le défilé pour rien. Voilà. Lorsqu'on me disait que non, mais défile dans cette magnifique salle, tu ne sais pas, il y a des grands messieurs qui seront là, ils peuvent être assis, ils peuvent changer ta vie. Moi, j'étais en mode que, mais c'est pas ça mon but, c'est pas ça mon rêve. Je veux, à la fin de mon défilé, toucher, à l'époque, je demandais 20 000 même. Et nous, on nous donnait 10 000. 10 000 tout à fait. Et moi, j'étais en mode que, mais non, c'est pas juste. Ou alors, quand on me disait, viens défiler dans les nightclubs, moi, j'étais en mode, mais... Je ne sais pas, je vois les mannequins et défilent pour Dior, c'est la Fashion Week, je ne les vois pas défiler dans les nightclubs et même quand elles le font, elles sont super bien payées. Et à ce moment-là, je disais non et on disait ah ouais, elle se prend la tête, Valérie Ayena, elle fait trop la diva. Mais finalement, ça a payé. Parce Donc que, beaucoup de rigueur aussi, il faut s'imposer une certaine rigueur. Il faut vraiment s'imposer de l'autodiscipline et de savoir dire non. Je me souviens par exemple d'une scène où, pour une campagne qui devait être pour la Coupe du Monde qui avait lieu en Afrique du Sud, c'était une boisson de la place, on proposait 200 000. Et moi j'avais pleuré, j'étais en mode que s'il vous plaît, ouais, payez au moins 400 000, non. Pourtant c'était une campagne worldwide. Mondial. Et je demandais 400 000 francs CFA, sans même réaliser à quel point c'était minimal. Et donc, j'avais dit à mes collègues, s'il vous plaît, n'acceptons pas. Si on fait bloc, de toute façon, calculer le timing, ils seront bien forcés de bien payer, etc. Mais quand je suis revenue le lendemain, mais tous les autres, ils avaient signé. Ouais. Et je me souviendrai toujours de l'une de mes collègues qui m'avait dit, les yeux dans les yeux, ouais, Valérie, je ne pouvais pas dire non aux 200 000. La mater m'a dit de ne pas dire non. Mais le problème, c'est que quand tu acceptes, tu te contentes du petit cadeau devant toi, quand tu te contentes de récolter les fruits du premier pommier devant toi, mais en fait, tu oublies qu'il y a tout le verger en fait derrière. Il y a... Voilà. Quel sens de la maturité, Valérie Ayena. On est vraiment heureux de vous avoir sur le plateau de Face à UCN, VTA Partage d'Expérience. 2013, ah, quelle année 2013. Quelle année. Quelle année 2013. Il y a eu 2011 là avec The K-Walk, oui, Yann Malan, Afrique du Sud. Vrai. Mais 2013, c'est encore une année explosive dans votre carrière. Je pense que les chiffres impairs, c'est mon truc. Hein. Oui, finalement. Hein. Définitivement. Alors, Miss Cameroun, c'est vraiment le concours de beauté le plus prestigieux au niveau de notre pays, le Cameroun. Comment est-ce qu'on en arrive là, de mannequin à Miss Cameroun? Simplement un hasard. Simplement parce que je suis camerounaise et que quand tu as ton passeport camerounais, pour avoir le moindre visa sur cette planète, il faut attendre et faire 1001 efforts et que c'est toujours tellement incertain. Et donc, pendant que je suis en train d'attendre qu'on renouvelle mes papiers pour... vu que en entrant dans le territoire sud-africain, j'avais un statut de mannequin. Par ricochet, je payais des impôts. Lorsque je valide mon année préparatoire pour les cours en journalisme au City Varsity College, mon agent me conseille, écoute Valérie, si tu changes ton statut de mannequin à étudiante, ce sera mieux parce que tu paieras moins d'impôts et même au niveau de ton loyer, etc. Donc moi, j'ai vu, avantage financier, non, je fonce. Donc du coup, je reviens et on m'informe que je dois venir changer mon statut à la maison. Donc je reviens ici et je fais ma demande de visa, enfin la modification de mon statut. Et donc ça me prend un temps fou. Et bon, pendant ce temps, vu que je suis quelqu'un d'hyperactif, j'aime toujours bouger, bon, on est posé à la maison le soir, on voit le petit synthé qui passe à la télé. Vous êtes jeune, tentez l'aventure, Miss Cameroun, etc. Appelez le numéro tant, dernier casting Yaoundé, etc. Et c'est là où je dis, maman, appelons un peu. Ma maman est en mode... Ah, il y a toujours la famille autour. Oui, oui, wow. Vraiment, c'est avec le portable de ma mère que j'appelle. Parce que moi, je n'avais même pas le crédit le jour-là. Donc, je lance l'appel et je me souviens bien que c'est Madame Solange Amougou qui décroche elle-même. Et elle est très catégorique. Elle dit, mais vous appelez même d'où? Du coup, je dis, on est à San Mélima. Elle dit, mais le casting, c'est demain matin. Le dernier casting, c'est demain matin. Et donc, c'est comme ça que le matin, à 5 h du matin, on prend le Makamazou. Tu sais, les petits cars. Voilà, c'est-à-dire que ça va rapidement. Les premiers arrivés, premiers servis. On essaie de remplir le car et puis... On arrive vers à Yaoundé, il doit être quoi, 8 h 30, 9 h par là. Et quand j'arrive à l'adresse,
le siège du Comica, je me souviens, c'était Jolie Mike qui était à l'enregistrement des candidates. Et on payait à cette époque-là 2500 francs CFA les frais d'inscription. Et lorsque je viens pour payer, il me dit, mais toi là, mais je ne te connais pas, toi la mince ici, je te connais, non? Je suis en mode, j'imagine, je t'ai vu à Facebook, tu viens de signer un contrat, non? Je dis que, mais monsieur, oui, je suis mannequin, mais je suis camerounaise 100%. Hein. Il dit que, ah, mais tu viens faire quoi ici chez les Miss? Mais tu es trop mince, je ne sais pas si tu vas gagner. Et incroyable, finalement, mais je m'inscris. Et les choses se sont plutôt bien passées. Mais justement, Valérie, je veux qu'on revienne un peu dessus parce qu'il y en a qui ont estimé à cette époque-là que un mannequin déjà connu à l'international, en Afrique du Sud, revenir au Cameroun, participer au concours Miss, on avait l'impression que les dés étaient pipés déjà. Exactement, et ça a tout été le monde a cru. interprété par beaucoup de personnes aussi. C'est la raison pour laquelle je me fais extrêmement attaquer. Dieu merci, les réseaux sociaux, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Donc, mais c'était chaud. J'ai eu des personnes m'ont soutenue à ce moment-là. Ah, elle est venue, elle savait déjà qu'elle devait gagner. Mais ça aussi, c'est un peu ma faute. d'Afrique du Sud pour participer, c'est un peu ma faute parce que, comme ça. Éric Christian, ce qui se passe, c'est que au départ, je suis dans le concours pour le fun. Mais pour moi, je prends les choses extrêmement au sérieux. Lorsque, la veille de la finale, Madame Solange Amougou vient, elle nous dit sachez que celle qui sera Miss Cameroun 2013 marquera l'histoire de ce pays parce que pour la première fois, la Miss Cameroun va aller représenter le pays à l'élection Miss Monde. Et là, je me dis, yeah, c'est pour moi, mon frère. Parce que j'adore les défis, en fait, et les challenges. Et je me dis, si le nom de quelqu'un doit être sur Wikipédia, ça doit être mon nom, mon frère. Mais justement, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce qui, à votre avis, a fait pencher la balance en votre faveur? Je pense que le public, depuis le Day One, je l'ai toujours pensé, c'est lire en les gens. Même si on est là, face à la télé, ils savent quand on ment, ils savent quand on fait semblant. Et le public qui me suit depuis le Day One, ils savent que je n'ai jamais fait semblant, je n'ai jamais triché. Vous êtes authentique, vous êtes vrai. Depuis le début. Et je n'ai pas eu peur de faire des erreurs, même face à la caméra. Je n'ai pas eu peur de me relever. Lorsque je postais et que je faisais des fautes d'orthographe et qu'ils découvraient que yeah, Miss, tu t'es trompée. Je disais, merci, heureusement qu'on m'avait sauvé. Et je venais, je corrigeais. C'est ce naturel-là, finalement. Voilà, hein, et c'est ça qui nous a hyper connectés. Développer le capital sympathie. Et presque 10 ans plus tard, voilà, on est toujours ensemble. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie le soir du sacre comme Miss Cameroun 2013? À vrai dire, à ce moment-là, tu ne réalises pas. Parce que, si tu veux, 2013 était une année intéressante vu que autour de moi, je suis dans un environnement où tout le monde dit que Miss Cameroun, c'est même quoi, dit-on. Le peuple même, ils ne soutiennent plus réellement l'initiative. Parce qu'il y a eu des scandales avant, exactement, avec des Miss aussi. Donc, j'ai pas l'impression que je suis une superstar. Non, je me dis, écoute, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de travail. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose au fond de mon cœur me dit que il faut que je montre que, voilà, on est un magnifique pays, on est... Et puis être Miss de 27 millions d'habitants, c'est juste extraordinaire. Moi, c'était ça ma mission, honnêtement. C'est ce que je me suis dit. Et d'essayer d'apporter tout le glamour possible. Mais ça, c'était sans savoir qu'il faut énormément de moyens pour le faire. Donc, et le quotidien d'une Miss Cameroun, justement, vu de l'intérieur, comment ça se passe? Vous avez une année... C'est réglementé. Très réglementé. Une année à faire quoi exactement? On a l'impression que c'est la blague, mais non. Tu réponds aux invitations officielles, les visites des ambassades, tu représentes ton pays à différents concours. Et c'est très important parce que à chaque moment, tu es jugé. Ta manière de te tenir, de t'exprimer. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles j'arrête de prendre la moto, c'est parce que cette année-là, j'avais pris la moto une fois pour aller au marché. Mais c'est aussi depuis cette année que je ne suis plus jamais réellement allée au marché. Parce que moi, je pensais que bon, c'était normal, mais non. Quand on m'avait vu sur la moto, et on l'a vu sur la moto. La Miss Cameroun. Et c'est là que tu te dis, mince, en fait, c'est énorme. Désormais, mon quotidien sera différent. Et quand la première dame te fait appeler et qu'elle dit, en fait, elle te reçoit, vous buvez le thé, mon frère. Elle te dit que non, Valérie Aina, je vous ai suivi, on est fiers de vous. C'est là que tu dis que, attends un peu. Quand il y a le moindre événement, tu vas, tu parles. Lorsqu'aux Nations Unies, à New York, mon premier voyage à New York, je vais parler aux Nations Unies, à ONU Femmes, le sommet. Et
Mais en fait, c'est là que tu réalises qu'il peut y avoir des profanes qui ne comprennent pas ce que c'est, mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et justement, j'ai eu l'occasion une fois d'être parmi ceux-là qui avaient été reçus par la Première Dame. Oui. Vous étiez là avec Miss Côte d'Ivoire. Oui, de la même année, Aïssata Dia. Aïssata, voilà, Dia aussi. Et voilà, je crois qu'à chaque fois, c'était quelque chose de... à Oui, ce moment, vous avez fort. pris la pleine mesure de Exactement. votre rôle de Miss. Parce que, mais, par exemple, cette sortie en particulier, l'anecdote est vraiment très drôle derrière parce que moi, quand je pars de chez moi, je ne sais pas que nous sommes en train d'aller à la présidence. Nous aussi, on était au Hilton Hotel, mais on ne savait pas La qu'on était surprise, attendu par la Première Dame. Incroyable. Et moi, j'avais juste mis une petite robe d'été à pois. Dieu merci, c'était la bonne longueur. Et lorsque j'arrive, lorsque les premières photos sortent, tous les Camerounais se versent sur Facebook comme ils savent le faire. Mais je demande, tu ne pourrais pas mieux t'habiller? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Miss Côte d'Ivoire était mieux habillée qu'elle. Mais oui. Hein, voilà, on a lu tout ça. Ils Ouais. n'avaient pas compris que... Mais je suis désolée, Miss Côte d'Ivoire, à l'époque, elle avait les meilleurs sponsors de son pays. Et moi, je n'avais rien. Donc, il fallait faire avec les moyens de bord. Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette année Cela Miss m'a Cameroun fortifiée. 2013, ouais. Et au fur et à mesure des journées, chaque nouvelle journée, mais j'apprenais. Et j'ai tellement bien appris et je remercie tellement mes frères et sœurs, le public, parce que à force de critiques, j'ai réussi à développer cette force aujourd'hui que j'ai. Donc la critique ne me fait absolument plus peur et je n'ai pas peur même de la confronter. C'est juste que je choisis mes combats parce que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Est-ce que vous avez aussi, pendant cette période, reçu des propositions indécentes? Ah, c'est normal, Parce que la plus belle fille du Cameroun, ouais. tout le monde vous courtise, tout le monde veut être avec vous. Des propositions de fiancés, des propositions de mariage. J'ai fui. Ah C'est ouais? vrai, j'ai été fiancée, mais j'ai été honnête envers cette personne. C'est-à-dire que fiancée, pendant que vous étiez Miss, Juste un peu la avant. relation a commencé avant d'être Oui, Miss Cameroun. on avait commencé avant. Alors le pauvre gars, il a dû avoir une pression extraordinaire. C'était Voir sa compliqué. fiancée à la télé tout le temps. Oui, parce que tout déjà le monde que j'étais était à la hauteur. mannequin et en plus de cela, ça a été compliqué. Mais finalement, je me suis promis dans ma vie de ne jamais tromper la personne qui choisirait de m'aimer. Donc, jamais je ne fais semblant avec les sentiments, même si c'est vrai que c'était un super parti à l'époque. Je prie le ciel qui me renvoie un super parti ailleurs. Le message est passé. Et justement, c'est quoi le profil idéal? Parce qu'il y en a qui nous regardent et je suis sûr que ça va se bousculer bientôt. SOS recherche mec pour Valérie Ayena et voici son profil. Alors, j'aimerais simplement que ce soit quelqu'un qui, lorsqu'il me regardera, que je ressente toute la tendresse du monde dans ses yeux. Waouh, Honnêtement. C'est ça. Allez, c'est parti, hein, donc on vous attend. Alors, on va à nouveau marquer une pause avec de la très très bonne musique pour le plaisir de Valérie Ayena, qui est notre invitée sur le plateau de Face à ECN. Véritable partage d'expérience depuis l'Institut français du Cameroun en tête de Yaoundé. Et puis ce public aussi qui est venu assister à cette émission. On va à nouveau inviter Herman, Dominique et Stéphane.
Magnifique moment en compagnie de ces jeunes musiciens, Valérie. Excellent, Vous êtes excellent. sous le charme. Complètement, Ouais. entre les percussions, le violon, j'adore. Ouais, le violon, la guitare. Oui. Là, Herman a laissé la flûte et il a plutôt le violon. Non, trop fort. Ouais, mais franchement, c'est cette belle rencontre-là et tout ça. J'adore. Voilà. C'est un peu à votre image aussi. Oui, vraiment, tout Votre ce qui vie, c'est une est... vie de rencontre. Exactement, exactement. Alors, Valérie Ayena, depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez signé un contrat de partenariat avec Nadja International Group pour la gestion de votre image. Exactement. Vous continuez à défiler. Quels sont les contours de cette collaboration, en fait? L'idée est que dorénavant, surtout pour le Cameroun, au lieu que les personnes m'adressent directement leur demande de partenariat, que ce soit un peu plus encadré, dans l'objectif étant pour moi de avoir l'opportunité de mieux travailler avec les gens, mais surtout de manière professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, aujourd'hui, à peu près tout le monde est web influencer et donc tu as plein de marques qui t'approchent via les réseaux sociaux et quand tu ne réponds pas à temps, oh tu es mal élevé, quand tu dis des tarifs, oh non tu es trop cher, donc du coup pour moi c'est plus facile que ce soit... C'est vraiment confié voilà, ce côté-là. Est-ce que vous continuez à défiler la carrière de mannequin aujourd'hui? Je t'avoue que depuis le Covid, j'ai décidé de profiter de l'opportunité pour carrément me concentrer sur ma transition. Parce que c'est bien beau d'avoir été mannequin, d'avoir fait tout ce que j'avais à faire, mais je pense avoir à peu près vécu toute... en fait, d'avoir exploré les contours de ce que moi j'attendais. Et donc maintenant, j'aimerais passer à autre chose. D'accord. Cela ne veut pas dire que le mannequinat c'est mort, abandonné, non. Mais jusqu'à quel âge, ou alors jusqu'à quel moment on peut être mannequin? À quel moment on peut penser à arrêter sa carrière? Ah oui, 90 Honnêtement, jusqu'à 90 ans. Je le dis parce que, encore une fois, tout dépend des choix qu'on s'est donnés et des limites qu'on s'est fixées. On a l'exemple phare avec Naomi Campbell qui continue les défilés à plus de 40, 45, bientôt 50 ans. Tout à fait. Et il y a plein d'autres mannequins comme elle qui travaillent. J'ai travaillé sur des défilés avec des dames de 65 ans. Ça dépend des campagnes aussi. Exactement, exactement. Autant on peut avoir besoin des enfants. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je sais que là, pour l'instant, j'ai mis une pause dessus, mais ne soyez pas étonnés de me voir débarquer en cover avec des cheveux gris ou bien sur un prochain défilé, Calvin Klein, you never know. Donc il y a eu... Donc là, c'est vraiment la phase de transition, le moment où je reprends un peu des études parce que je suis sur un projet et je suis parrainée par la maison Kinaya Ventures basée à Dakar. Et là, au mois de mars, je vais rejoindre une formation en entrepreneuriat et leadership féminin. Bravo. Pour, voilà, et le tout est chapeauté par Stanford University en Californie. Donc, en fait, c'est un peu la phase où j'espère avoir enfin franchement, déclenché une carrière où je n'ai plus besoin d'être juste belle physiquement pour me faire énormément d'argent, quoi. Mais avec Dave Holdings, votre structure événementielle, vous avez quand même pu poser quelques bases. Oui. Vous avez d'ailleurs associé à la première sortie de Dave Holdings, c'était une soirée organisée au Hilton Hotel avec la star ivoirienne à qui on passe un salut, Nayanka Bell. Voilà, c'était vraiment le premier, on va dire quoi, la première grande action de exactement. C'était pour nous l'opportunité de montrer, back in 2016, que, en fait, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est fin, donc j'aime bien manger, j'adore les plus belles fleurs. Et pour moi, c'était l'opportunité de montrer aux gens qu'en faisant appel à ma compagnie Dave Holdings, vous avez simplement, c'est une sorte de grand agenda où sont répertoriés les meilleurs prestataires possibles du Cameroun. Donc, si vous voulez la meilleure déco, faites appel à nous. Mais en ayant quand même avec le temps développé une préférence pour les gros événements. Donc, je vais préférer les festivals, je vais préférer... Et bizarrement, je me suis retrouvée... avec François Zélon, exactement. Ou Écran Noir, c'est Gbako. Exactement. C'est comme ça que je me suis retrouvée, et même avec la Semaine internationale du premier film, le Yara Film Festival, on s'est retrouvés à toujours développer des événements plus grands, plus gros.
Et je trouve que c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus, les grands tapis rouges et peut-être bientôt l'opportunité de bosser sur une Fashion Week au Cameroun. Ah super, ce serait bien d'avoir une Fashion Week au Cameroun. Mais là, on a parlé de LFC Awards, on a parlé de Yara, on a parlé d'Écran Noir, le cinéma. Le cinéma, Valérie. Mais c'est incroyable. Mais avant cela, il y a eu web série, des apparitions chez Takam. Exactement. J'embrasse très fort mon petit frère chéri, Ulrich Takam, parce que il m'a fait la remarque la dernière fois qu'on doit prononcer son nom Ulrich. Ulrich? Oui, Ulrich. On dit plus Ulrich, mais Ulrich. Oui, que franchement, quand on dit Ulrich, là, on dérange. On est en train de déranger. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que Ulrich me contacte et il me dit Val, écoute, tu sais, dans ma série, j'ai ma grande sœur. Elle s'appelle Laura et elle est benguiste. Et je pense que tu incarnerais parfaitement le personnage. Je suis en mode, je sais pas trop. Je n'ai jamais joué. Je n'ai même pour les blagues, en fait, je ne me suis pas imaginé une seconde dans un rôle. Il me dit, tu sais quoi, dis-toi juste que ce sera fun. Et qui dit fun, mais moi, j'aime bien avoir du fun. Sûr. Donc, du coup, je me rends à l'adresse du tournage. Et quand j'arrive, je demande à l'équipe, OK, je peux avoir un script, il doit forcément y avoir un scénario, etc. Ils me disent qu'en fait, ici, justement, la règle d'or, c'est que il n'y a pas réellement de script qu'on te remet et que tu dois répéter comme une machine. Non, c'est que tu dois vraiment ressentir. Laisser libre cours à... Et libre cours à tes émotions. Et là, c'est pour cela que ma première apparition, c'est vraiment choc parce que je suis vraiment... En fait, je me mets à la place complète du personnage, Laura. Mon petit frère me dit, il n'a pas de boulot, il est littéralement à la rue, il attend un bébé avec sa chérie Joyce. Et là, moi, je pète un câble. Mais qu'est-ce que tu fais, et ça donne quoi s'il fallait refaire ça? On imagine qu'on est sur le plateau de Les délires de Takam. Ça donne quand même, c'est pas exactement comme... alors, ça donne quand vous regardez votre caméra et vous refaites le numéro. Mais pourquoi il faut toujours que tu nous mettes dans des situations incroyables? Je dis nous, parce que c'est toute la famille que tu entraînes dans tes bêtises. Arrête de faire ça. Il faut que tu travailles. Cette jeune femme, on doit prendre soin d'elle. Et en plus, son père, il a dit qu'il va tous nous tuer. Il est colonel, il est armé. Bravo. Merci. Et voilà, c'est la porte ouverte désormais à la mention au cinéma. Mais avec des projets. C'est incroyable parce que... Mais je le prends... Surtout, Éric Christian, j'ai toujours tout pris au sérieux. Donc, je me suis dit, de toutes les personnes parmi 27 millions d'habitants, tu aurais pu choisir n'importe qui d'autre. Donc, si tu m'as choisi moi, Takam, je dois assurer. Donc, j'ai pris mon rôle très au sérieux. Je ne manquais pas les moments de tournage. Il y a même d'ailleurs un épisode qu'on avait dédié au phénomène des menstrues, des règles douloureuses, parce que... Mais j'étais en train de vivre le martyre parce que les gens ne savent pas ce que c'est que les dysménorrhées névralgiques. Et j'ai profité justement de cet épisode-là pour faire un petit clin d'œil. Et je me souviens qu'il y avait énormément de femmes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, voilà, on vit l'endométriose, etc. Et voilà, donc en fait, on a l'impression que c'est juste de la blague, mais c'est... une manière d'éduquer les gens, de communiquer et d'informer, de parler de différents sujets, mais via l'humour, à travers l'humour. Et pour moi, ça a vraiment été un moment très, très spécial. Et ça a provoqué le déclic parce qu'il y a des projets... Oui, parce que des personnes me voient... Vous avez commencé à tourner déjà aussi, hein? Oui. Des personnes me voient apparaître dans la série, web-série humoristique des délires de Takam, après Le Coq qui chante Cocorico, etc. Et on me propose un vrai rôle pour un vrai film, un long métrage au cinéma. Pour moi, c'était le choc. C'est énorme. Oui. Et c'est des environnements comme ça que vous explorez, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous adorez les challenges. Absolument. Vous n'avez absolument peur de rien. Exact. Et à chaque fois, il faut assurer. Complètement. Et c'est comme ça que je suis contactée. À ce moment-là, je suis à Dubaï et je reçois un appel de Londres. Et c'est un producteur de la maison M&H Film House. Et ils me disent, Valerie, we are about to start a project in Cameroon. It's a movie project and we want you in the movie. Et donc, moi, je suis en mode, j'ai un vrai film. Ils disent yes. Je dis, mais là, vous parlez exclusivement en anglais. Ils disent yes, it's an English production. Je me dis, que Jésus. D'accord, donc en fait, je dois vraiment parler en anglais. À ce moment-là, ils me disent que yes, but we trust you're gonna do well. Donc, je suis en, ok, cool. Mais sauf que quand je dis oui, je ne réalise pas que j'ai le lead role, c'est-à-dire que je suis le rôle principal.
Et c'est là le choc, en fait. Parce que c'est quand j'arrive ici et que je reçois le script épaisseur comme ça, et je vois les paragraphes et les paragraphes qu'il faut dire, etc. Non, c'était chaud. Ouais. Mais au finish, il y a beaucoup de belles émotions et c'est ça qui compte. Absolument, surtout qu'on a tourné à Limbe, entre Limbe et Boya, sachant que ces zones sont des endroits qui vivent des moments difficiles. Pour moi, c'était important en fait d'y aller. Et ça a été vraiment une expérience très profonde. Déjà, le caractère qu'il fallait, le personnage qu'il fallait incarner était vivre vraiment quelque chose d'extrêmement dramatique. Et en plus de cela, j'étais dans cet environnement-là, c'était complexe. Tout le monde me connaît en tant que Miss Cameroun, mais quand je suis arrivée, par exemple, il y a une scène qu'on a dû tourner en public devant vraiment des personnes normales. C'était dans un lounge et ces invités-là, quand on leur demande de nous permettre de tourner, s'il vous plaît, pourriez-vous faire silence? Il y a un monsieur en fait qui lance que, ouais, mais cette Miss-là qui parle en français, cette francophone-là qui vient, etc. Ça m'a marqué. Ah, c'est la crise anglophone qui s'est invitée au tournage. Et donc, c'est à ce moment-là que le directeur, M. Koson Chinepo, un monsieur pour lequel j'ai un respect profond, vient, il me dit, Valerie, please come and talk to them. Je lui dis que j'ai peur. Il me dit, n'aie pas peur. C'est tes frères. On est tous frères. On est Camerounais. Et donc, je me lève. Francophone, anglophone, exactement. on est tous frères, c'est ça. Et donc, je vais parler vers eux et je dis, hello, good evening. Ils me regardent. Yes. Et donc, je dis, my name is Valerie and I'm really happy to be here. And to be honest with you, I thought I would find crazy things over here, but I'm really positively surprised to find out that you guys are actually, you know, living, trying to do your best with the situation that we're living. Et là, il me dit que, wait, but you've been talking to me in English, and your English is correct. I do appreciate. Et c'est comme ça que je me suis connectée à toute la salle. Et j'ai même mangé le gâteau d'anniversaire d'une fille qui fêtait son anniversaire le jour-là. Donc, et ça a été un moment hyper fort pendant le tournage. Il y a un autre moment où, parce que c'est une zone aujourd'hui où il y a les contrôles de police, il y a 2 minutes contrôle de police, 2 minutes. Et il y a un moment où on fait un contrôle et le chauffeur avait oublié les papiers du véhicule. Et là, dans une zone où tout ne va pas forcément bien, c'est un risque énorme. Et donc, ils disent, descendez du véhicule, descendez du véhicule. Et donc là, à ce moment-là, on descend du véhicule. Et je suis bien laide parce que pour le rôle, on m'a maquillée, je suis en mode les larmes aux yeux, etc. Et c'est là où ils disent que, it's like we know you. Et je dis aux militaires que, hello, je suis Valérie Aena. Oh my God, Miss Cameroun, Miss Cameroun. Donc, du coup, ça nous a aidés, tu vois. Et en tout cas, j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai mangé un magnifique poulet braisé là-bas. En plus du gâteau d'anniversaire de la fille. Exactement. Oh là, non, et puis j'ai passé des journées extraordinaires au jardin botanique de Limbe. Ouais. Et je pense que ça a été vraiment un moment très précieux de mon année 2021. Donc j'ai vraiment hâte que le public aille un peu voir découvrir ce film-là. Voilà. On suit de près cette actualité. C'est le moment pour vous, Valérie, de répondre aux questions de ceux qui ont fait le déplacement de l'Institut français du Cameroun en antenne de Yaoundé. Donc, ils vont se présenter et poser leurs questions. Bonjour Valérie. Bonjour. Ok, enchanté. Moi, je m'appelle Paul Sassé. Je suis projet manager de formation. D'accord. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et assister à votre présentation. Merci beaucoup. Ma question est celle de savoir qu'est-ce que vous avez fait, vu les péripéties que vous avez eu à traverser pendant votre période probatoire professionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait pour impacter l'environnement du mannequinat au Cameroun? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes un modèle, certainement vous le savez. Qu'est-ce que vous avez fait pour impacter, pour que les jeunes qui viennent, qui aimeraient être comme vous, n'endurent pas les mêmes problèmes que vous avez eu à endurer? Qu'est-ce que vous avez fait de manière concrète? C'est ça ma question. Merci. Alors Paul, merci pour la question. Je pense que jusqu'ici, s'il faut parler d'impact, ça a surtout été au niveau de la condition des Miss Cameroun, plutôt que sur la condition des mannequins au Cameroun.
Depuis mon passage, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on est Miss Cameroun, on a systématiquement, par exemple, un véhicule de fonction, chose que je n'ai pas eu le luxe de recevoir à cette époque-là. Et j'ai aussi aujourd'hui montré que cela ne servait pas à grand-chose de vivre en autarcie parce que la société Miss Cameroun était un peu quelque chose, une cellule qui fonctionnait et qui vivait en autarcie. J'ai reconnecté l'organisme aux médias. Aujourd'hui, les Miss Cameroun ont l'opportunité de vraiment s'exprimer. Il y a beaucoup plus d'ouverture et l'information circule un peu plus librement qu'avant, moi, je pense. Et pour ce qui est du mannequinat au Cameroun, je pense que c'est un travail qui est trop grand pour s'y atteler seul. Comme je l'ai précisé, j'ai toujours été une sorte de rebelle. Sous mes airs de fille sage se cache vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses comme elle les pense. Et je pense que toutes les personnes qui m'approchent et qui soient du domaine, je leur dis toujours clairement quelle est la meilleure chose à faire. On a par exemple aujourd'hui le mannequin Graobé Noël qui est franchement, qui fait des choses extraordinaires. Elle travaille avec Fendi, les marques les plus prestigieuses, même si on ne parle pas d'elle tous les jours. Elle est par exemple une figure à suivre et je pense que si elle se rappelle, on avait eu la conversation, je lui disais les yeux dans les yeux que tu as tout pour y arriver. Tant qu'on n'a pas encore une industrie de la mode qui est vraiment implantée, avec des règles, avec... c'est-à-dire qu'une chaîne qui fonctionne vraiment de maillon à maillon, il serait vraiment très prétentieux de ma part de dire que oui, je vais changer le mannequinat au Cameroun. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fera au fur et à mesure. Voilà. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis Mokhtar. J'ai un fort intérêt pour l'événementiel culturel. C'est un point commun que j'ai avec toi. Alors, je m'intéresse beaucoup à l'art. Et si on reste dans l'art écrit, on parle souvent de plagiat en art écrit. On a vu des artistes musicalement parlant qui ont composé des albums et qui ont peut-être eu des pirateries, il y a eu des pirateries et autres. Ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les coups bas propres à l'art de la mode, par exemple, et à l'art du défilé. J'aimerais savoir. Et maintenant, tu as résisté, hein, c'est-à-dire que tu as été persévérante et autres, tu es arrivé jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes qui ont failli te faire abandonner? J'aimerais bien savoir. Merci. Merci, Mokhtar. Alors, Mokhtar aimerait savoir si on peut parler de plagiat dans la mode. Définitivement. Comme dans tous les métiers artistiques, il peut arriver effectivement qu'il y ait plagiat. Cela va directement s'adresser aux créateurs de mode, directement, au lieu du mannequin, on va dire. Le créateur de mode qui va présenter une nouvelle collection et qui verra tout simplement son travail se faire copier par d'autres et qui auront la prétention de dire que oui, ça a été leur propre création. Donc à ce moment-là, c'est vraiment très évident. Mais en général, je ne sais pas s'il y a grand-chose à faire, à part dénoncer le plagiat à haute et intelligible voix avec les réseaux sociaux dorénavant. Lorsqu'on fait je sais pas, lorsqu'il y a un créateur qui fait une collection qui fait un buzz et que quelqu'un vient reproduire exactement son travail, rien qu'à partir de son compte Instagram ou son compte Twitter, le créateur d'origine peut déjà dénoncer. Et là, ce qui se met en place, c'est que tout simplement, on boycotte l'achat ou alors la présentation de la collection de la personne qui est l'auteur du plagiat. Et pour revenir à la deuxième partie de la question, si dans mon parcours j'ai eu des moments où j'ai vraiment songé à complètement abandonner, je dirais oui. Les moments les plus difficiles que j'ai vécus ont été à Paris en 2019 et je pense que ça se rapproche même d'ailleurs du moment où j'ai décidé d'arrêter parce qu'on parle ce matin en 2022. Ça a été l'une des expériences les plus brutales pour moi a été le fait qu'un coiffeur un jour pendant la Paris Fashion Week sur le défilé Ziad Nakad n'ait pas voulu me coiffer correctement parce que j'avais l'afro à ce moment-là et qu'il estimait que mes cheveux étaient trop durs et trop difficiles à manier. Et
et qu'il aille proposer devant moi au designer qu'on me sorte du show. C'est-à-dire que il lui a dit I'm sorry, but we can't make her hair, so we cannot style it properly. Elle va être trop différente des autres, etc. Et ça m'a fait super mal, surtout que pour travailler à Paris, j'ai dû vraiment revoir mes habitudes alimentaires, j'ai dû faire beaucoup plus de sport, j'ai vraiment dû perdre quelques centimètres et après tous ces efforts, tu te dis, tu es parti de loin, il fait super froid, tu as même limite faim au moment où tu es assise là en face de tous ces gens et tu as fait tous ces efforts et le gars il vient et il propose qu'on te sorte du show en sachant que quand on te sort du show, quand tu n'as pas défilé, ben, tu n'es pas payé. Donc le mec il veut m'arracher mes 6 000 € comme ça, juste parce qu'il ne veut pas faire mes cheveux. Ça a été terrible. Mais Dieu merci, apparemment, j'avais les pièces principales. Et le designer a dit, I'm sorry, you can do whatever you want, but I need her on the show. She's wearing the masterpieces. Et c'est incroyable parce que justement, les robes que j'avais présentées de cette collection-là se sont retrouvées portées par les plus grandes actrices sur les marches de Cannes plus tard. Ok, bonjour Valérie, bonjour Christian. Bonjour. Voilà, moi c'est Judith Christelle Manga, je suis entrepreneur et présidente d'une association qui fait justement la promotion de la femme, en gros. Donc, moi, j'aurais 2 questions. Déjà, ma première question, c'est de savoir, je vais dire, ça fait bientôt près de 10 ans depuis le Grand Sacre, et on a l'impression que l'élection Miss Cameroun s'est arrêtée en 2013. En tout cas, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense, parce que... Parce que quand on entend Miss Cameroun comme ça, on pense à Valérie Ayena, on se dirait que depuis, il n'y a pas eu d'élection. Bon, ce n'est pas pour sous-estimer ce qui s'est passé entre-temps. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que Valérie Ayena a de plus, ou bien qu'elle pense avoir fait mieux que d'autres pour être vraiment la Miss Cameroun, genre intemporelle de tous les temps. Ça, c'était déjà... La Miss qu'on n'oublie pas. Voilà, la Miss qu'on n'oublie pas. Ça, c'était ma première question. Je ne sais pas si je dois enchaîner parce que... Oui, il faut enchaîner. Oui, vas-y, voilà. Maintenant, ma deuxième question, je voudrais savoir, Valérie Ayena, à part le joli minois, la belle plastique et tout, est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression, est-ce que ça ne vous pèse pas trop que peut-être les opportunités qui s'offrent à vous soient uniquement peut-être en rapport avec la plastique? Est-ce que il ne vous arrive pas souvent de vouloir crier, de dire oui, je suis Valérie Ayena, je suis belle, oui, mais je peux aussi faire autre chose qui ne soit pas forcément en rapport. Je veux dire, vous avez parlé tout de suite, tout à l'heure, peut-être des opportunités dans le cinéma, mais je pense qu'en grande partie, ça a été favorisé par justement ce joli physique et tout, et tout, et tout. Est-ce que Valérie Ayena pourrait être autre chose, je veux dire, à part ce qu'on sait déjà, la beauté et tout le reste? D'accord. Voilà, c'est mes 2 questions. Merci. Alors, je pense que la chose qui expliquerait cet amour fort que me porte le public encore aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est vraiment cette transparence que j'ai toujours eue vis-à-vis d'eux. Quand j'ai eu mal, j'ai dit clairement, j'ai mal en ce moment, donc je ne vais rien poster. Je n'ai jamais essayé de faire comme si j'étais trop forte ou j'ai été toujours authentique vis-à-vis du public, vis-à-vis de moi-même, de ma famille. Et ça, je pense que les êtres humains le ressentent. C'est-à-dire les personnes, entre elles, on arrive à ressentir quand quelqu'un est vrai. Je pense que c'est cette authenticité et puis le fait que j'ai travaillé, j'ai toujours énormément travaillé. Les gens ont l'impression que c'est juste simple, tu te lèves le matin, ah je suis Valérie Ayena, je saute de fleur en fleur. Mais non, je travaille et à chaque action que j'ai faite, à chaque moment de ma vie, à partir du moment où j'avais reçu ce sacre, je me suis toujours souvenu que je représente un pays.
Et aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui représente un continent lorsque je vais à différentes activités. Lorsque la dernière fois je suis allée au festival à Dubaï, je n'étais pas juste là en tant que Camerounaise ou Miss Cameroun 2013, mais j'étais là en tant qu'Africaine, jeune Africaine et fière. À partir du moment où les gens vous accordent leur amour et leur soutien, vous avez la responsabilité de ne pas les décevoir. Donc parfois c'est dur et parfois on en a ras-le-bol. C'est une grosse charge, c'est une lourde charge, mais on le fait. Le jour d'après, quand on s'est relevé, on le fait, on continue de le faire. Donc moi je pense que c'est peut-être cela qui a dû faire la différence. Et honnêtement, je ne vois pas autre chose. Je pense que c'est mon authenticité et puis ma dedication dans le travail, en fait. Et pour ce qui est de la deuxième partie, est-ce que parfois, à un moment donné, je me dis, je suis quelque chose en plus que cette plastique? Définitivement, c'est la raison pour laquelle, par exemple, OK, on ne peut pas compter l'année 2020 parce qu'on a tous été forcés de mettre nos vies entre guillemets, mais depuis, on va dire 2021, dorénavant, je fais des choses qui ont plus trait à l'intellect. C'est juste que on me le reproche souvent, je ne poste pas complètement ma vie sur les réseaux sociaux. C'est un choix pour l'instant que j'ai fait, simplement parce que j'estime qu'il faut donner au public, mais il ne faut pas tout donner. C'est ma façon de voir les choses et ça, c'est à cause de l'éducation que j'ai reçue. Donc, au moment où je suis en train d'étudier ou au moment où je suis en train de batailler pour qu'un des projets que je porte soit accepté par une compagnie qui fait des financements à l'international, au moment où ces choses-là se font, je ne filme pas forcément, je ne snappe pas forcément. Donc, on pourrait avoir l'impression que pour l'instant, Valérie Ayena, c'est uniquement le mannequin. Mais je pense qu'à chaque fois que j'ai essayé de discuter avec vous, avec le public en général, on a pu ressentir que derrière on va dire le visage, il y a quand même un cerveau. Et aujourd'hui, voilà, lorsque j'avais créé par exemple Devodings en 2016, on s'est dit que c'est juste un petit caprice de Miss, mais je pense que tous mes clients, sans exception, de Écran Noir en passant par la Semaine internationale du film, en passant par le film camerounais, peuvent vous dire que je suis une bête de travail. Et jusqu'ici, j'ai toujours été la technicienne qui déroulait en fait le tapis rouge aux célébrités du cinéma. Et puis, on m'a repérée et maintenant je me retrouve au cinéma. Pas parce que je suis la plus jolie, non. Parce que j'ai réellement passé un casting et parce que réellement j'ai travaillé derrière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment cette excitation au fond de mon cœur de savoir ce que vous allez penser de ma prestation en tant qu'actrice débutante. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis Vincent, promoteur de la start-up VSE événementiel. Alors, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie pas. Merci, vous avez Vincent. un parcours assez riche. Oui, par rapport à ce parcours-là, vous partez de loin et aujourd'hui, vous êtes une référence dans le domaine du mannequinat. Oui, vous avez parcouru beaucoup de difficultés, certainement des difficultés financières. Aujourd'hui, vous portez beaucoup de projets. J'ai donc envie de vous poser cette question. Vu que nous sommes des jeunes entrepreneurs, vous êtes une référence, des gens vous suivent, des jeunes vous suivent. Comment fait-on pour trouver des financements pour sponsoriser ces projets? Alors Vincent, j'avoue que ayant grandi dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de portes qui sont ouvertes, qui s'ouvrent de manière naturelle, on va dire. Moi, tout de suite, j'ai toujours développé le côté impossible n'est pas camerounais. C'est-à-dire que, pour moi, comment j'ai toujours réussi à développer mes différents projets, ça a été de deux manières. La première, c'était de trouver les financements B2B. C'est-à-dire que là, dans mon cercle direct, je ne réfléchis pas trop loin. Je répète, il y a tonton tel, il a la voiture, sa voiture c'est une grosse voiture,
Donc, il peut me donner même 50 000. Il y a Tata, l'autre. Elle est dans une tontine là. Bon, elle peut me donner même 15 000. En fait, d'abord, mes tout premiers projets ont été financés par mon cercle direct. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent réellement que si ton cercle direct ne te porte pas, qui va te porter? C'est comme ça que je pense. Et donc, d'abord, financement immédiat, c'est-à-dire des personnes, si tu connais, on connaît toujours quelqu'un. Mais par contre, de présenter le projet de manière sérieuse. Ce n'est pas parce que c'est un oncle que tu vas juste débarquer, tu as un babouche, etc. Non. Tu viens avec tout le sérieux que tu portes à ton projet et tu l'exposes face à ton investisseur potentiel. Ça a été la première manière. C'est comme ça que j'ai réussi. Des amis où je disais que ouais, les gars, pardon, si, au lieu de sortir, pardon, si vous voulez, pardon, mon anniversaire arrive. Par exemple, je calculais toujours les bons timings. Mon anniversaire arrive, il y a ce défilé-là que je dois aller faire. Je n'ai pas l'argent pour payer le billet d'avion parce qu'à l'occurrence, pour moi, il s'agissait de sponsoriser les voyages. Pardon, donc si jamais quelqu'un veut m'offrir quelque chose pour l'anniversaire, voilà, le billet coûte 500 000 €, pardon, cotisons, etc. Et donc, voilà la première manière. Et puis plus tard, lorsque j'ai eu l'opportunité d'avoir la plateforme que j'ai réalisé que on tient tous les jours entre nos mains quelque chose qui est d'une puissance extraordinaire et on ne réalise pas. Ou alors certaines personnes l'utilisent seulement pour la négativité. C'est le téléphone portable. C'est le moteur de recherche Google. Lorsque vous tapez sur Google, il y a deux choses qui vont apparaître. Des résultats qui vous disent la vérité ou des résultats qui ne sont pas réels. Vous ne perdez rien à tenter. Par exemple, là, Kinaya Ventures, qui aujourd'hui va m'aider et m'accompagner sur le développement d'un projet énorme dont je ne peux pas parler pour l'instant. Je les ai trouvés sur Facebook. Et il y a des cabinets de financement qui existent au Cameroun. Et ils existent, en fait, ils sont référencés sur Internet. Moi, c'est sur Internet que j'ai découvert ce cabinet-là. Je ne ferai pas la publicité, mais je pourrais vous donner quelques petits pistons hors antenne. Mais à vrai dire, avec nos téléphones, on peut conquérir le monde. Monsieur Christian, Madame Valérie, bonjour. Bonjour. Bon, moi, je suis Esther, 3e année de pharmacie à la faculté de médecine à Yaoundé. Esther ou Estelle? Esther, avec Esther, d'accord. Il m'arrive aussi d'écrire à mes heures perdues. Bon, en général, je m'intéresse à tout avec un petit faible pour le beau. Raison pour laquelle je suis là. D'accord. Bon, déjà, j'adore vos chaussures. Ah, merci beaucoup, Décuissarde, merci. Bon, moi, ma question est la suivante. Si vous aviez une cause à défendre, oui, quel serait votre combat? C'est beau. J'ai aussi une question avant que vous ne vous asseyez, Esther. La robe que vous portez, c'est vous qui l'avez cousue? Non, elle m'a été offerte par une tante. Ah, d'accord. Non, parce que si c'était votre création, j'aurais dit, hey, je veux aussi. Donc, en tout cas, merci. Mais je pourrais dessiner pour vous un de ces quatre. Voilà, on ne sait jamais. Hein? Alors, je pense que si j'avais une cause... en fait, des causes, on en a tous les jours. Je pourrais sortir dans la rue et trouver, je ne sais pas, qu'il y a quelqu'un qui subit une injustice et ça devient ma cause, je la porte, c'est un combat, etc. Mais l'idée qui me vient à l'instant, ce serait d'arrêter de croire que... En fait, je veux que les gens aujourd'hui comprennent qu'il y a d'autres moyens que ce que l'actuelle société nous fait refléter à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le seul moyen de réussite, c'est forcément par les moyens les plus complexes qui existent. C'est forcément pour une femme, ça passe par, on va dire, des activités où elle offrirait son corps contre de l'argent. Ou pour un homme, ça passe par des activités où il faut faire 1001 choses qui seraient néfastes. Je refuse qu'on enterre le fait que le travail paye. Parce que réellement, je suis la preuve encore aujourd'hui que le travail paye. Peut-être que ça ne paye pas vite, parce que je ne suis absolument pas la plus successful des jeunes femmes de mon âge dans mon pays. Mais une chose est sûre, c'est que quand ça paye vraiment.
Donc, je pense que l'une des causes aujourd'hui pour laquelle je m'exprimerai, ce serait le fait que on a trop tendance, dans cette nouvelle ère où tout semble tellement acquis, tout semble tellement facile, on a tendance à oublier qu'il y a vraiment des hard workers, des personnes qui, si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que j'ai commencé il y a, à vrai dire, 15 ans. Je faisais déjà des publicités à l'âge de 15 ans. J'ai fait des publicités de chocolat, des marques de chocolat. J'ai terminé ma scolarité grâce à des campagnes publicitaires. J'étais affichée sur des panneaux, etc. Et c'est ça qui m'a permis de payer l'école, etc. Donc, ce serait bien dommage qu'aujourd'hui, parce que pratiquement tout le monde est star, qu'on piétine en fait le travail, parce qu'il y a d'autres personnes qui, à côté, n'ont pas forcément le même parcours et qui réellement ont dû travailler. Il y a eu des moments où j'ai babysité des enfants, des familles aisées, mais ça, on ne sait pas, parce qu'on n'en parle pas. Mais j'aurais pu me dire que oh, je suis la plus belle du monde et je mets toutes mes chances de mon côté. Si je suis la plus jolie, j'aurai le plus joli mari ou le plus bel homme. Mais non, moi, je me suis toujours dit que je peux y arriver en bossant. Voilà, la force du travail. Merci Ouais. beaucoup à vous qui avez posé des questions à Valérie Ayena. Valérie, on parlait tout à l'heure de relations avec Internet, le web. Vous êtes web influenceuse. Bon, ça, c'est... franchement, on m'a autoproclamé comme ça. Mais vous vous considérez comme quoi si vous n'êtes pas web influenceuse? J'ai été reine de beauté, Oui. j'ai été mannequin. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis suivie par un public intéressant. Vous êtes influenceuse? On influence qui, à vrai dire? Alors, quels sont peut-être vos rapports avec voilà, d'autres qu'on considère comme des influenceuses on va citer quelques noms, Coco Emilia, Nathalie Koa. Quels sont vos rapports avec les... Voilà, on a vu des regroupements de web influenceuses, notamment pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez été convié par le ministère des Sports. Oui. Voilà, donc les noms qui ont été cités, il y en a d'autres encore, Laura Dave, Céline Victoria et bien d'autres encore. Alors, quels sont vos rapports entre les web influenceuses? Alors, j'avoue que on a des rapports qui sont, on va dire, respectueux. Par exemple, j'ai parlé à Madame Emilia il y a quelques jours pour un projet de film, etc. Donc, tout dépendra après de son programme, si elle est disponible ou pas. S'il faut parler au cas par cas, par exemple, avec Nathalie... franchement, il est arrivé qu'il y ait des accrochages, mais c'est vraiment à cause de la grosse incompréhension. Parce que je pense qu'il y a dans le show business des personnes qui se donnent un malin plaisir à manipuler l'information. Et donc, vu que dans nos vies de tous les jours, on ne se côtoie pas forcément, tu peux avoir une des parties qui pense que toi, tu la hais ou que tu la détestes ou que tu la combats, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc, je profite de l'opportunité pour transmettre à Nathalie que c'est une personne incroyable. Félicitations pour son nouveau spa pour enfants qu'elle a créé au Cameroun. Et bravo pour son parcours parce que je pense qu'elle a réussi là où très peu d'entre nous auraient pu. Pour ce qui est de Céline Victoria Fotso, Céline est une grande sœur. J'ai commandé un de ses produits. Elle a une nouvelle marque. Elle fait dans des perruques, etc. Afro. Voilà. Donc, j'ai reçu mon paquet. C'était joliment emballé, d'ailleurs. Et puis, Laura Dave, elle est extraordinaire avec son média. Elle est partie de animatrice télé et aujourd'hui, elle porte tout un groupe média. Honnêtement, je suis quelqu'un qui ne va jamais faire semblant d'être ami à quelqu'un d'autre pour la face média ou de public. Ça, je ne pourrais pas faire semblant. Mais j'ai un profond respect pour toutes ces femmes parce que c'est des Camerounaises qui représentent également le pays à l'international. Et c'est important que nous toutes, on se respecte déjà à la maison. C'est mon point de vue. Est-ce que, justement, parfois aussi, vous n'avez pas été choqué quand on dit de vous que vous vendez le piment? Parce que, bon, alors, voilà, au début, ça choque. Au début, ça choque. Mais après, tu te dis que pourquoi leur en vouloir si pour eux, ils ont l'impression que c'est le seul moyen d'y arriver? Donc,
Honnêtement, aujourd'hui, ça ne me dérange pas plus que ça parce que je connais quelle est ma vie. Je sais comment je vis et ça ne m'affecte absolument pas. Merci infiniment Valérie Aïna d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quel parcours! Ça fait pratiquement 15 ans qu'elle ne lâche pas le morceau et chaque année lui apporte une certaine assurance et je pense qu'elle a encore de belles années donc, à vivre. Les prochains challenges, Valérie? Définitivement, le film Love Trap, j'espère que vous, public, allez me dire ce que vous pensez, parce que je me sens définitivement comme Usain Bolt, prêt à démarrer sa course. Donc là, je suis dans le starting block. Si vous estimez que I did well, alors je pense qu'on a de magnifiques opportunités devant nous, parce que j'ai déjà reçu quelques appels depuis Nollywood. Wow. Valérie Aïna, bientôt à Nollywood. That is the question. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci. On va se quitter en musique avec Herman qui revient, Dominique et bien sûr Stéphane. C'était Face à ECN depuis l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Merci à tous d'être venus et à très bientôt.